Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de nos besoins. De nos besoins à nous en tant qu'être humain. Je sais que moi, par exemple, très souvent, j'ai un grand besoin de liberté. J'adore le mouvement, j'adore la fluidité. J'adore sortir la fluidité du mouvement, justement. La fluidité aussi dans les pensées, dans les concepts, dans la communication, dans les relations. Je sais que ce sont des besoins qui sont importants pour moi. Et toi, là, qui es derrière cet écran, ou derrière ces écouteurs, est-ce que tu sais ce dont tu as besoin là, ici et maintenant? Est-ce que c'est une question que tu te poses régulièrement? Est-ce que c'est même quelque chose qui t'intéresse en fait? Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce dont tu as besoin? Est-ce que tu es à l'écoute de ça? Et si tu arrives à identifier quels sont tes besoins là, ici et maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu le prends en compte? Est-ce que tu en fais quelque chose? Est-ce que tu mets quelque chose en œuvre pour les nourrir, ces besoins, pour les prendre en charge ou pas? Voilà ce dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. J'aimerais te faire remarquer un truc. Je sais pas si chez toi, tu as des plantes, des végétaux dont tu t'occupes. Si tu t'es déjà occupé d'un végétal, tu sais qu'un végétal, ça a besoin d'eau, entre autres. Et donc tu sais très bien que si ce végétal dont tu t'occupes, s'il est à l'intérieur d'un appartement, par exemple dans un lieu à l'intérieur, et qu'il ne reçoit pas d'eau, et que tu ne l'arroses pas, tu sais très bien ce qui va se passer. Hein, il va se dessécher, il va perdre ses feuilles, et puis petit à petit, il va mourir. Bon, ça paraît évident à tout le monde. Un végétal, ça a besoin d'eau, et si on ne l'arrose pas, il crève. C'est logique. Imaginons qu'en appartement, cette fois-ci, tu es un chat. Et que ton chat, imaginons que tu lui donnes des croquettes, on va dire ça pour simplifier, et qu'il n'y a plus de croquettes, et que tu fais l'expérience de ne pas lui donner ses croquettes. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne donnes pas ses croquettes à ton chat? Le chat, il va se manifester. Il va venir se frotter, il va miauler, et puis il va mettre en œuvre différentes stratégies pour avoir ce dont il a besoin. Il va peut-être essayer d'accéder lui-même à la nourriture, il va peut-être essayer de s'échapper pour aller se faire nourrir et avoir des croquettes ailleurs. Le chat, il va se bouger pour avoir ses croquettes. Et ça paraît complètement légitime et logique pour tout le monde, je pense. Alors je pense que tu vois où je veux en venir. Nous sommes des êtres humains, toi et moi. Nous sommes vivants. Et toi et moi, en tant qu'êtres vivants, nous avons des besoins. Et ces besoins sont complètement naturels et légitimes. Alors je sais bien que comme ça, vite fait, sans trop y faire attention, on a peut-être un peu avoir l'impression que ouais, bon voilà, Karine là, peut-être elle enfonce des portes ouvertes, peut-être t'es en train de te dire ouais c'est bon, tout ça pour ça. Allez, je vais passer à la vidéo suivante. Moi je t'invite vraiment à prendre le temps et à regarder réellement dans ta vie en ce moment. Est-ce que c'est si évident que ça en fait? Regarde peut-être déjà pour toi. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu prends soin de tes besoins? Est-ce que tu arrives vraiment à les discerner déjà? Est-ce que c'est facile pour toi de discerner tes besoins? C'est pas si évident que ça en fait, hein, sinon je ferais pas une vidéo là-dessus. Pourquoi c'est pas si évident que ça? Est-ce qu'on a appris ça? Déjà, en tant qu'enfant, il y a la manière dont on a construit notre autonomie. C'est intéressant pour chacun de regarder parce que c'est tout à fait évident et normal pour un enfant d'être pris en charge par ses parents, d'avoir tous ses besoins là qui sont, oui, nourris par papa, maman, les proches, les éducateurs, etc. Parce que c'est normal, quand on est petit, on n'a pas les moyens d'exprimer, de discerner, voilà. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui se construit, c'est l'autonomie.
Et ça, c'est hyper intéressant à regarder déjà comment ça s'est construit pour chacun. Comment est-ce que j'ai construit mon autonomie par rapport à mes besoins? Par rapport à mes besoins matériels, mes besoins alimentaires. Est-ce que c'est moi qui me fais à manger, qui me fait mes courses, ou est-ce que c'est mon compagnon, ma compagne qui s'en occupe, ou quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce que c'est moi qui prends en charge mes besoins alimentaires? Est-ce que c'est moi qui prends en charge tout un tas de choses au niveau logistique dans ma maison? Est-ce que c'est moi qui m'occupe de mon linge? Est-ce que c'est moi qui m'occupe de faire en sorte que mon logement soit propre? Voilà. Ça, c'est des besoins qui sont importants, des besoins d'hygiène, bien sûr, des besoins alimentaires. Il y a les besoins affectifs. Comment est-ce que je fonctionne au niveau de mes besoins affectifs? À quel point je suis autonome ou pas par rapport à ça? Il y a ma prise en charge par rapport à mon autonomie, par rapport à la manière dont je prends mes décisions. Il y a plein d'aspects de l'autonomie que nous apprenons à construire différemment les uns les autres en fonction de notre environnement, de notre histoire, de notre famille, de notre éducation, de tout un tas de choses. Et en fonction de la manière dont déjà nous avons construit notre rapport à notre autonomie, eh bien nous allons plus ou moins facilement identifier nos besoins et les prendre en charge nous-mêmes. Donc ça déjà c'est un premier aspect. Après il y a un autre aspect par rapport à nos besoins dans notre éducation. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a certains besoins qui nous paraissent évidents, et ceux-là on les identifie assez rapidement, on les prend en charge peut-être de manière assez fluide et facile, et ça ne pose pas trop de problèmes. Il y a des besoins qui nous paraissent assez légitimes et entre guillemets normaux. Et puis il y a d'autres besoins, peut-être on est un peu gêné de les nourrir, de les prendre en charge, on ne va pas trop oser exprimer certains de nos besoins. Et puis alors il y a d'autres besoins, c'est tellement tabou et réprimé qu'on n'en a même pas conscience soi-même en fait. C'est limite si on sait qu'ils existent ces besoins-là. Et ça pareil, en fonction de notre éducation, de notre culture et tout un tas de choses, mais ça va être hyper différent pour chacun. C'est hyper intéressant à regarder ça, je trouve. Il y a un exemple qui me paraît intéressant à regarder ensemble, parce qu'on est vraiment nombreux à être passés par là, c'est l'école. L'école en général, de la maternelle jusqu'au bac, on va dire, pour ceux qui sont allés jusque-là, et puis même à la limite après. Bon, moi j'ai passé beaucoup de temps à l'école, puisque j'ai été prof pendant 18 ans, donc je pourrais dire que j'ai passé 40 ans de ma vie quasiment à l'école. Donc c'est un environnement que je connais bien et que j'ai expérimenté de plein de manières différentes. Et j'ai envie de vous partager un petit peu comment moi, j'ai vécu le rapport à mes besoins dans cet environnement qui est l'école publique classique en France. Alors c'est mon témoignage, ça ne veut pas dire que ça va être la même chose pour tout le monde, évidemment, c'est quelque chose qui fait partie de ma réalité. Et ayant été moi-même enseignante, on est d'accord que je respecte complètement le travail des enseignants, des professeurs des écoles, des profs, etc., des éducateurs et de tous les personnels de ce milieu-là. Ce que je vais dire, c'est absolument pas une critique des personnes qui travaillent dans cet environnement, parce que je sais combien c'est difficile de travailler dans cet environnement. Je connais les conditions de travail. Moi, j'étais en région parisienne, dans l'Académie de Créteil, donc c'est pas des conditions qui sont forcément faciles. Et donc, ce que je vais dire, c'est vraiment quelque chose à prendre comme un témoignage déjà de ma réalité, qui est forcément relative et où il y a forcément tout un tas de filtres qui sont les miens. Et c'est absolument pas une critique des personnes, soyons bien clairs là-dessus. Et je parle uniquement aussi du rapport aux besoins. Je ne parle pas de ce qu'on apprend en général à l'école, d'accord? Je parle vraiment de l'aspect par rapport aux besoins. Donc par rapport aux besoins, moi à l'école, qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai appris que déjà, je devais passer la plupart du temps de ma journée, mon temps, assise derrière une table. Alors, il y a eu quelques enseignants qui m'ont permis d'avoir accès à des pédagogies quand j'étais enfant et ado, à des pédagogies un peu différentes, mais globalement, j'ai passé l'essentiel, on peut le dire, de ma scolarité assise derrière une table. Voilà. Donc là, au niveau de mon fort besoin de mouvement et de fluidité dont je vous parlais tout à l'heure, comment dire, ça a été un petit peu douloureux pour moi.
Et j'ai dû réprimer pendant vraiment une bonne partie de, voilà, de ma jeunesse et de mon adolescence ce besoin de mouvement. Ça a été douloureux. Hein. Et si vous avez des enfants ou si vous-même vous êtes éducateur, vous savez à quel point ça peut être douloureux pour un gamin de rester assis derrière sa table. Donc ça déjà c'est intéressant je trouve par rapport à nos besoins fondamentaux et à la manière dont ils sont reçus, pris en charge ou pas. Après moi ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'il y avait des moments pour manger, pour boire, et il y avait plein de moments où c'était interdit. Et qu'il y avait des moments pareils pour aller aux toilettes, et qu'il y avait plein de moments où c'était interdit. Donc j'ai appris à me retenir et à différer mes besoins. Je dis pas que c'est bien, c'est mal, hein. On pourrait dire que c'est un apprentissage important évidemment, etc. Mais quand même j'ai appris ça. J'ai appris que prendre en charge moi ces besoins et les exprimer, il y avait un temps où c'était autorisé et il y avait un temps où c'était interdit. Je trouve que ça dit quelque chose qui est quand même fort et qui est intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris qu'il y avait ma parole qui devait répondre à une demande, à une commande d'une forme d'autorité. Donc si on me demandait de participer et de parler, alors il fallait que je participe et que je parle, et si possible que je dise quelque chose de pertinent, d'intelligent, parce que c'était mieux, parce qu'il y avait des évaluations, etc. Donc il y avait une forme de pression sur ce que j'allais dire, la manière dont j'allais le dire, etc. Et que par contre, si je parlais alors que c'était pas le moment de parler, alors ça s'appelait des bavardages et que ça pouvait me coûter des réprimandes, des punitions, des appréciations dans le bulletin. Et moi-même, en tant que prof, j'en ai mis des appréciations de ce type-là. Hein, donc je jette la pierre à personne, encore une fois. Mais bon, voilà. Donc il y a un rapport à la parole qui est encore hyper cadré. C'est intéressant de le voir. Et alors moi, bien sûr, comme vous le savez, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect des émotions. Qu'est-ce que j'ai appris concernant mes besoins émotionnels à l'école? J'ai pas vraiment appris que mes émotions étaient légitimes, on peut pas vraiment dire ça. J'ai pas vraiment appris qu'il y avait de l'espace pour que mon besoin d'expression de mes émotions, de conscience de mes émotions, d'empathie par rapport à ce que moi je ressentais, j'ai pas vraiment appris ça. Je sais pas si vous avez eu le courage d'exprimer votre colère à un enseignant. Alors après ça dépend contre quoi est dirigée la colère évidemment, par rapport à quoi. Mais voilà, moi l'expérience que j'ai faite, c'était pas qu'il y avait forcément beaucoup de place pour certains types d'émotions. Et qu'il y avait des émotions qui étaient mieux reçues que d'autres, on va dire. Voilà. Ça, c'était mon apprentissage à moi. Alors évidemment, après, j'ai appris qu'il y avait des choses, évidemment, qui étaient licites et d'autres qui étaient illicites. Et j'ai appris que, forcément, qu'il y avait des limites et que si je transgressais ces limites, eh bien, j'étais punie. Et qu'il y avait des conséquences négatives. Et j'ai bien sûr appris que quand je suivais les règles et les lois, alors soit c'était normal, soit il y avait des récompenses. Voilà. Voilà ce que j'ai appris en fait aussi à l'école. Évidemment, j'ai appris plein d'autres choses. Moi, je parle des besoins. Donc je ne sais pas comment ça résonne pour toi, pour vous, quand je parle de ça, si on a appris la même chose ou pas. Mais moi, j'ai pas vraiment appris à l'école que mes besoins, que beaucoup de mes besoins, qui pourtant étaient des besoins essentiels, hein, le besoin de se nourrir, de boire, d'aller faire pipi, de mouvement, d'expression, les besoins de vivre mes émotions avec le respect de la personne en face. C'est pas ce que j'ai appris à l'école en fait. Voilà, c'est une expérience et elle m'appartient et je vous invite à ressentir pour vous, ce que vous avez appris au cours de votre éducation par rapport à vos propres besoins. Parce que en prendre conscience, c'est hyper important parce que on va pouvoir du coup construire et déconstruire certaines de notre croyances par rapport à la légitimité de nos émotions, bien sûr, et puis nos besoins aussi, en fonction de ce que l'on a reçu. Si on n'a pas conscience de ce que l'on a traversé, c'est plus compliqué après de se connaître et de pouvoir remettre ce qui est légitime à la bonne place. Et après, il y a la manière dont ces besoins ont été accueillis, pris en charge, valorisés ou pas à la maison. Et ça a pu peut-être soit encore renforcer ce qui a été reçu à l'école, soit peut-être l'équilibrer, donner du recul. Voilà, donc là après c'est l'histoire de chacun qui est unique.
Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles, il ne faut pas qu'il y ait de cadre, il ne faut pas qu'il y ait d'organisation. C'est pas ça que je suis en train de dire en parlant des besoins à l'école, hein, pas du tout. Évidemment, c'est important qu'il y ait... À partir du moment où il y a un collectif, il y a forcément des règles, il y a forcément un cadre, etc. Sur la fin de ma carrière de prof de SVT, bon, j'ai eu tout un ce cheminement que j'ai un peu déjà partagé sur mon parcours, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais sur la fin, les dernières années, vraiment, je sentais bien qu'il y avait un énorme décalage entre moi, mes aspirations, mon cheminement intérieur, et puis ce que je vivais dans mon métier et dans cette institution. Et donc, je suis allée explorer un petit peu des pédagogies alternatives. Je suis allée voir des écoles et je suis allée me former à différents modules de pédagogie Montessori. Je suis allée voir des écoles démocratiques. Voilà, je suis allée observer différentes choses. Et ça, pour moi, mais ça a été bouleversant, vraiment. Ça a été bouleversant parce que j'avais vécu tellement d'années en croyant que cette manière de faire-là, que moi, que je ressentais comme de plus en plus souffrante à cette époque-là, je pensais que c'était la seule manière de faire. Et donc, c'était assez questionnant et douloureux pour moi. Et quand j'ai vu à quel point il y avait tellement d'autres manières de faire, et qui fonctionnaient très bien. Et après, il ne s'agit pas de dire telle manière c'est mal et telle manière c'est mieux, etc. Parce que chaque enfant est différent, chaque famille est différente. Et moi, comme vous le savez, je ne suis pas du tout pour le dogme, je suis plus pour la diversité et pouvoir ouvrir différentes possibilités et avoir le choix en fait pour que chaque enfant puisse trouver sa place par rapport à ses propres besoins, justement par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qui est juste pour lui. Et donc j'ai vraiment découvert qu'il était possible que des collectifs s'organisent en tenant beaucoup plus compte des besoins des enfants, des besoins des éducateurs, des besoins de tout le monde. Parce que moi, je sais qu'en tant que prof dans l'éducation nationale, j'étais aussi en souffrance parce que mes besoins en tant qu'enseignante, je ne sentais pas qu'ils avaient de l'importance non plus. C'est mon avis, hein. Après chacun regardera pour soi comment c'est, mais moi c'est pas ça que j'ai ressenti. J'ai pas senti que mon avis comptait et j'ai pas senti que mes besoins avaient une quelconque importance dans cette institution-là. Or, il est possible, puisque je l'ai vu, j'ai exploré ça, je peux en témoigner, il est possible de construire d'autres types d'écoles, d'autres types de collèges et de lycées, d'autres lieux d'apprentissage, où ce que les uns et les autres ressentent, expriment et leurs besoins comptent et sont essentiels. Et ce que j'ai vraiment pu observer, c'est que ça ne coûte pas plus cher, ça ne demande pas plus de moyens. Et même je pense que ça coûte moins cher et ça demande moins de moyens, parce que l'observation que j'ai pu faire, c'est que quand on va dans le sens de la vie, dans le sens de ce qui est plus naturel, dans le sens de l'humain, eh ben c'est tellement plus facile et il y a tellement moins de distorsions à gérer qu'en fait ça demande moins de moyens en fait. C'est vrai, hein. On n'a pas l'habitude de penser ça, mais en fait, un système qui ne prend pas en compte les besoins des personnes qui sont dedans, et de toutes les personnes qui sont dedans, c'est un système qui génère certaines formes de violence. Et ces violences créent des distorsions, et après, il faut les gérer. Il faut forcer certaines choses. Et ça génère un coût en temps, un coût en argent, en moyens, un coût énergétique évidemment pour les personnes, un coût émotionnel, enfin il y a plein de coûts à ça. Non seulement j'ai vu qu'il était possible de faire autrement, mais j'ai vu les croyances que j'avais eues à un moment donné que les enfants, quand ils grandissent petit à petit, ils deviennent paresseux, ils n'ont plus envie de faire d'efforts, vraiment la notion d'effort c'est quelque chose qui se perd. Allez, là, les choses, elles se méritent, hein, il faut un peu transpirer, il faut se donner les moyens pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a tout un tas de croyances comme ça. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gamins, quand ils sont tout petits, mais ils ont soif, ils ont faim d'apprendre, ils sont curieux, ils ont envie. Et si on suit ça, si on valorise ça, mais alors cette faim, cette curiosité, cette capacité d'autonomie et d'initiative, mais elle est gigantesque déjà chez des petits. Et moi, je me désespérais un peu parce que j'avais plutôt des ados et je me disais, oh là là, mais ils arrivent encore en sixième, ils sont frais. Moi, j'adorais les sixièmes parce que ils sont frais, ils ont envie et tout ça. Et puis, je les voyais s'éteindre. Ça me désespérait de les voir s'éteindre comme ça au cours du collège. Alors, ok, il y a l'effet d'opposition au système, de l'adolescence, il y a tout un tas de transformations qu'ils vivent qui font qu'ils sont fatigués. D'accord.
Mais moi, les ados que j'ai vus en école démocratique et dans d'autres lieux, ils n'étaient pas du tout comme ça. Hein. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas l'humain qui est paresseux, etc. Enfin, moi j'ai vraiment vu comment un certain regard sur l'humain, une certaine forme d'éducation pouvait, en tout cas moi, m'avait programmé avec un certain regard sur l'humain, qui n'était pas forcément un regard forcément valorisant, d'amour et soutenant. Et j'ai vu, en voyant qu'il était possible de faire autre chose et en voyant ce que ça pouvait donner comme type de jeunes, avec l'autonomie qu'ils avaient, avec l'initiative qu'ils avaient, avec vraiment cette niaque et cette richesse, et waouh, ça m'a vraiment impressionnée. Et j'ai vraiment vu qu'il était possible de faire autrement, et j'ai vraiment vu comment une certaine forme d'éducation que moi j'avais reçue m'avait complètement conditionnée dans une certaine vision des choses. Alors qu'en fait, tout est possible. Tout est possible. Donc je vous laisse regarder pour vous quelle programmation vous avez l'impression d'avoir reçu à l'école par rapport à vos besoins, puisque c'est ça dont j'ai plus envie de vous parler dans cette vidéo, par rapport à vos besoins, à la légitimité de ce que vous ressentez, à la manière dont ces besoins sont pris en charge ou pas, dont sont valorisés ou pas, aux jugements qui peuvent être exprimés ou implicites par rapport à certains types de besoins. C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser, de te poser là, ici et maintenant. Cette question que je t'ai déjà posée tout à l'heure. Est-ce que tu sais de quoi tu as besoin ici et maintenant? Est-ce que tu sais comment trouver ça? Juste déjà, est-ce que tu sais te relier à ton corps? Parce que ça passe par le corps, souvent, la perception des besoins. Hein, je te remettrai le lien du stop dont on a déjà parlé dans plein de vidéos, cette pratique qui permet de s'installer dans ses points d'appui, dans son corps, dans sa respiration, et puis prendre de ses nouvelles au niveau émotionnel, au niveau des pensées. Et ben, quand tu fais un stop, tu peux rajouter après, ok, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là, ici et maintenant? Et je t'encourage vraiment à te poser cette question, mais le plus souvent possible dans ta journée, quand tu y penses. Tu prends tes nouvelles, tu te mets dans ton corps et tu te poses cette question, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ici et maintenant? Peut-être que tu as des idées qui vont te venir, des images, des sensations. Tu te dis, ah ouais, j'ai besoin de ça. Et là, ce qui est hyper intéressant, quand tu sens que ça vient comme ça, tu prends le temps de sentir dans ton corps ce qui est associé à la prise de conscience de ce besoin-là. Parce que des fois, juste de prendre conscience d'un besoin, ça fait une vague émotionnelle, ou ça fait comme des frissons dans le corps, ça fait quelque chose qui donne comme un accusé de réception que oui, ah oui, vraiment ce besoin-là, il est important maintenant pour moi. Et ça, je trouve, ça savoure. C'est, voilà, c'est... Ouais, ça a du goût, ça. Donc vraiment, je t'encourage à faire ces expériences-là, d'explorer et de sentir dans ton corps, ah oui, ce besoin-là, ok, il peut y en avoir plusieurs, évidemment, parfois les besoins, ils sont mélangés. Et puis parfois, tu pourras mesurer que ce besoin, effectivement, il n'est pas nourri. Et donc là aussi, il y a un accusé-réception au niveau du corps, au niveau des émotions, pour sentir, bah ouais, je mesure que ce besoin-là, il n'est pas nourri à cet instant-là. Et une fois que ça a été accueilli, ça a été ressenti, bah alors tu peux avoir de la place pour mettre en œuvre ta créativité, ton autonomie, pour prendre en charge toi-même ton besoin, te dire ok, maintenant je fais quoi? La personne la mieux placée pour prendre en charge tes besoins, évidemment, c'est toi. Évidemment, c'est toi. Alors je dis évidemment, en fait c'est pas si évident que ça. Parce que je sais pas si toi t'es comme moi, mais moi il y a eu plein de moments dans mes relations où je croyais vraiment que l'autre, s'il m'aimait vraiment, et puis quand même depuis le temps qu'on se connaît, il devrait savoir ou elle devrait savoir que c'est évident que j'ai besoin de ça. Hein, ces trucs qui sont tellement évidents. Ou ces trucs donc on se dit ah ouais mais je vais quand même pas lui demander parce qu'on a comme l'impression que si on demande telle ou telle chose, eh ben ça gâche un peu le plaisir, hein, que c'est plus savoureux si on n'a pas à demander. Et qu'il y a des choses qui se demandent pas en plus, parce qu'on peut-être on a un peu honte de demander certaines choses. Sauf qu'en fait, ça, c'est s'exposer à beaucoup de frustration parce que ça fonctionne pas comme ça.
Donc plus tu vas être conscient ou consciente de tes besoins, plus ça va être clair pour toi. Plus quand des fois ces besoins peuvent être faire interagir d'autres personnes, parce que des fois on a des besoins qui font qu'on a besoin, que c'est pas forcément tout seul qu'on peut les nourrir. Eh bien, apprendre à demander, ça aussi, ça s'apprend. Et c'est pas forcément facile. Et demander, ça veut dire que l'autre en face, il peut dire oui, il peut dire non, il peut ne pas répondre éventuellement. Donc c'est pas si évident que ça à assumer. Mais ça aussi, ça s'apprend. Mais en tout cas, la personne la mieux placée pour déjà se rendre compte que tu as ce besoin, pour l'exprimer et après mettre en œuvre divers moyens, diverses stratégies pour t'en occuper, c'est toi en premier. C'est toi en premier. En fait, c'est du pur pragmatisme. C'est le meilleur moyen de faire en sorte d'augmenter tes chances statistiques pour que ton besoin il soit nourri. En fait, c'est juste de la logique et du pragmatisme. Puis je te signale quand même que la seule personne qui sait exactement ce que tu ressens, comme tu le ressens, qui sait exactement comment tu penses à chaque instant, la seule personne qui te connaît exactement comme tu te connais, qui a vécu, qui sait exactement tout ce que tu as vécu, toutes les mémoires que tu portes. La seule personne qui va être jusqu'au bout avec toi, jusqu'à ton dernier souffle, c'est toi. Donc la question c'est quel genre de partenaire pour toi-même tu as envie d'être. Et là c'est à toi de voir évidemment. Et tu fais au mieux, parce qu'on fait toujours au mieux. Et avoir une démarche proactive, ça ne veut pas dire que tu vas chercher à tout contrôler, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas tout contrôler. Et qu'il y a des besoins qui ne seront pas nourris tout de suite, voire pas. Et ça aussi, ça se respire et ça s'accueille, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, et la frustration, ça fait partie aussi des émotions qui s'accueillent et qui se respirent.